Les abus pénalement répréhensibles visés au Code de la consommation. Évidemment, il vaut mieux ne pas être victime d'une pratique commerciale suffisamment grave pour que le législateur considère qu'elle mérite une sanction pénale pouvant en théorie aller jusqu'à la prison. Il n'est jamais agréable de se faire arnaquer, pour employer un terme plus trivial, mais si tel est le cas, invoquer le droit pénal, sans nécessairement aller jusqu'à la plainte, peut être un moyen de pression efficace. Nous verrons qu'un certain nombre de pratiques commerciales peuvent relever du droit civil comme du droit pénal de la consommation. Par exemple, mentir sur la qualité d'un produit peut relever du dol et vicier le consentement du consommateur. Si j'avais su, ou plutôt si on m'avait dit la vérité, je n'aurais pas acheté. La victime peut alors demander l'annulation partielle ou totale du contrat, ce qui revient à demander le remboursement. Sauf que le vendeur de mauvaise foi refusera. Et évoquer les vices du consentement, et en particulier le dol, risque de ne pas suffire à le convaincre. Le dol, c'est quoi? Jamais entendu, pensera-t-il en ricanant. En revanche, lui écrire en mentionnant un article du Code de la consommation, voire du Code pénal, qui prévoit notamment une amende astronomique et même une peine de prison, voilà qui peut lui donner à réfléchir. Car tricher ou mentir pour vendre, a fortiori faire pression, menacer, harceler, profiter de la faiblesse d'une personne, peut effectivement tomber sous le joug du droit pénal, dont l'essence même est la prévention et la dissuasion. Hélas, les difficultés d'application des peines, lorsqu'elles sont prononcées, ont nui à ses vertus dissuasives. Il faut être réaliste et pragmatique. Dans de très nombreux cas de figure, en particulier lorsque l'enjeu financier n'est pas très important, le procès est vraiment la dernière démarche à envisager. Demander la nullité du contrat pour dol peut prendre des années et coûter très cher. Certes, on commence par une médiation, mais si elle échoue, ce qui est fréquent, il faudra saisir le tribunal. Même dans les hypothèses où cela peut se faire sans avocat, la technicité de la démarche fait que l'on préférera souvent confier le problème à un professionnel. La facture finale peut alors être salée s'il y a expertise judiciaire, appel d'une des parties, voire pourvoi en cassation. Et même sans cela, la procédure peut durer et durer, ce qui est nerveusement et financièrement épuisant. Certes, le perdant est condamné aux dépens d'instance, qu'on appelle parfois frais de justice. Mais cela ne couvre pas les honoraires de l'avocat, dont on ne peut obtenir au mieux que le remboursement d'une partie par le perdant. S'il perd, bien sûr. Et si on perd, c'est le contraire, donc la catastrophe. Si on ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, on s'engage rarement dans de telles procédures si la valeur en litige n'atteint pas au moins quelques milliers d'euros. Oui pour une voiture, mais non pour une cafetière, voire pour une machine à laver. Est-ce à dire qu'une bonne arnaque est une petite arnaque, ou l'addition de petites arnaques car la victime renonce à se défendre? Ce n'est pas tout à fait faux. Pourtant, la défense du consommateur, en tout cas telle que nous la concevons dans cette formation, consiste à éviter deux écueils. D'abord, dire amen et merci à toutes les arnaques, un terme que nous déclinerons en différentes qualifications juridiques. Ensuite, faire un procès, généralement long, pénible et à l'issue souvent incertaine. Donc, il s'agit de menacer de faire un procès. Menacer sans excès de faire valoir ses droits est légal. L'article 1141 du Code civil dispose que la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou qu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. Par conséquent, il est donc parfaitement légal de menacer son adversaire de faire un procès ou de déposer plainte si on a effectivement de bonnes raisons de se considérer victime. Nous disions plainte. Une plainte ne déclenche pas forcément un procès. C'est une sorte de signalement que l'on fait au procureur de la République, soit directement, soit via un commissariat de police ou une gendarmerie, voire en ligne. La victime l'informe d'une infraction pénale en lui demandant d'y donner suite. Le procureur a l'opportunité des poursuites. Il peut classer sans suite, considérer que ce cas justifie une mesure d'instruction
ou renvoyé directement devant la juridiction répressive. En cas de classement, la victime pourra à nouveau déposer plainte, cette fois avec constitution de partie civile, ce qui permet de contourner le refus du procureur. Et voilà la victime repartie dans une procédure longue et incertaine. S'il n'y a aucun doute sur la réalité du délit et sur l'identité de son auteur, la victime peut aussi opter pour une citation directe devant le tribunal correctionnel, mais le faire sans avocat serait prendre le risque non seulement d'échouer, mais de se retrouver condamné pour dénonciation calomnieuse. En revanche, menacer de déposer plainte, en l'occurrence pour une pratique commerciale déloyale, trompeuse, agressive, ou pour un abus de faiblesse, ou pour un autre fait pénalement répréhensible, peut s'avérer persuasif, a fortiori si on indique que le jugement qui en résulterait serait publié sur les réseaux sociaux, ce qui est d'autant plus légal que la publication, éventuellement sur la porte du magasin coupable, peut être ordonnée par le juge en cas de tromperie. En revanche, publier une plainte est diffamatoire, présomption d'innocence oblige. À la fin de cette partie consacrée à la défense du consommateur, nous afficherons un exemple de lettre inspirée d'une situation réelle qui m'avait été relatée lors d'une formation d'assistante sociale d'un établissement psychiatrique. Un patient avait été victime d'un démarcheur peu scrupuleux. Si j'étais ce démarcheur ou son employeur, je rembourserais immédiatement ma victime, car des victimes, j'en trouverai d'autres. Évidemment, je n'indiquerai pas dans ma lettre « Ne vous inquiétez surtout pas, tout cela n'est que du bluff, car il y a 90% de chances que la plainte soit classée sans suite et à peu près autant que le juge ne condamne pas l'arnaqueur. Et même si elle devait le condamner, il est peu probable que la peine soit exécutée et in fine, que mon préjudice soit réparé. » Et évidemment, je n'indiquerai pas tout cela. Le démarcheur ou le commerçant arnaqueur n'est pas forcément juriste. Bluff pour bluff donc. Mais nous faisons du droit pratique, destiné à l'accompagnement des personnes, pas de la théorie juridique. Seul importe l'efficacité, mais sans prendre soi-même un risque juridique. Il ne faut pas menacer outre ce que la loi permet, et savoir faire valoir ses droits, et non intimider ou diffamer. Quelles sont donc ces pratiques commerciales pénalement répréhensibles? Pour le savoir, passons à la diapositive suivante.